Benjamin Stora, donc bonjour, merci pour votre disponibilité pour la revue civique, de nous dire, peut-être d'un point de vue d'abord général, sur Oui, vos travaux d'historien qui sont nombreux et anciens, et sur votre travail de tentative de réconcilier les mémoires, hein, c'est votre axe central, et le rapport que vous avez remis au président de la République récemment sur ce sujet à la fois sensible et central. tout à fait. D'un point de vue général, avant d'aller sur les propositions, c'est vrai qu'il y a presque près de deux générations qui nous séparent de la guerre d'Algérie et de l'indépendance de l'Algérie. Et pour autant, on voit qu'il y a des rancœurs, des tensions qui perdurent des deux côtés, des deux rives de la Méditerranée, pour fragmenter encore et séparer non seulement le travail d'historien, mais les mémoires collectives qui ont tendance encore à s'opposer. Alors, est-ce qu'on peut dire raisonnablement, d'un point de vue général, que le temps est venu, est-ce que c'est trop optimiste de le dire, de défragmenter ces mémoires fracturées pour aller, dans un court ou moyen terme, vers une réconciliation des mémoires? Ou est-ce que c'est encore trop tôt? Est-ce que, en gros, votre rapport tombe à une période d'évolution marquante ou pas? Bah, écoutez, d'abord, merci pour votre invitation, c'est très, très intéressant. Votre revue, la revue civique, bien sûr. Ce que je peux dire, c'est que peut-être nous sommes à la veille d'un début de processus, en fait. Mon rapport, il vise pas, disons, à terminer quelque chose, mais au contraire à ouvrir des chantiers, des pistes qui peut-être n'avaient pas suffisamment été ouvertes. Parce que quand j'ai travaillé sur cette histoire, là, récemment, cette année, je me suis aperçu qu'en fait, quand on parlait toujours de mémoire difficile entre la France et l'Algérie, on avait oublié une chose qui était très simple, c'est la question très pratique de cette mémoire. C'est-à-dire sur des objets, des sujets, des personnages, et non pas de manière abstraite, littéraire. Parce qu'il y a effectivement toute une littérature sur le traumatisme, le déni, le silence. Moi-même, j'ai beaucoup écrit sur ces questions-là. Mais je me suis aperçu en fait que le chantier mémoriel entre ces deux pays, dans le fond, depuis 60 ans, quand nous rentrons dans la troisième génération depuis l'indépendance, eh bien, il y avait encore des points qu'on pouvait tout simplement traiter sans forcément traiter les questions de fond du type traumatisme profond, etc., etc. Mais de prendre des points très pratiques. Et je me suis aperçu en faisant l'inventaire de ces points très pratiques, ils étaient très nombreux dans le fond, Mhm. très nombreux. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui restaient en suspens, comme des traces qui avaient survécu dans cette histoire entre la France et l'Algérie, des traces parallèles presque qui ont existé et qui ne se sont jamais effacées, mais des traces matérielles, pas simplement, disons, au niveau des souvenirs traumatiques, etc., mais des choses très pratiques, très concrètes. Des Alors choses quand j'ai découvert ça, précises qui permettent de dédramatiser, c'est ça que vous voulez dire? non, simplement qu'il fallait traiter. C'est-à-dire que je me suis aperçu en fait que plutôt que de refaire le énième récit des affrontements, des séparations, des invectives, bon, il fallait quand même le faire. J'ai quand même tout un travail d'entrée en matière dans ce rapport qui signale hein, pourquoi il y a eu l'occultation, pourquoi le déni, pourquoi cette séparation, pourquoi des imaginaires différents dans le rapport à la nation, aux nations respectives, pourquoi ce ne sont pas les mêmes imaginaires, etc. On peut y revenir très rapidement. Tout ça, je l'ai fait, je l'ai établi, et même une histoire générale de l'Algérie, j'en ai écrit pas mal, une histoire générale de la guerre d'Algérie, j'en ai aussi écrit pas mal, mais ce qui m'a intéressé, moi, c'était de faire un inventaire de ce qui avait été fait comme tentative Mhm. et de ce qui restait à faire sur un plan très pratique. Bah, je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal de choses très pratiques qui n'avaient pas encore été réglées, quoi. Parce que pendant très longtemps, l'Algérie, c'était la France. Pendant très longtemps, 132 ans, les deux histoires étaient entièrement imbriquées. Et donc, à partir de là, il y avait beaucoup de dossiers en suspens, dossiers entre guillemets en suspens. Bah, on peut citer, bien sûr, d'abord, commençons par une chose qui est très simple, c'est la question des cimetières. En Mhm. Algérie, il y a beaucoup de cimetières d'Européens, de cimetières juifs. Alors la question qui est posée, c'est comment faire l'entretien de ces cimetières, comment les préserver, comment y accéder. Bon, ce sont des questions très simples, mais
qu'on a, dans le fond, assez peu traité. Et à l'occasion de ce rapport, j'ai rencontré des gens qui s'occupaient de ces questions-là. En particulier, des gens à Alger, des gens formidables, qui voulaient classer le cimetière Saint-Eugène au patrimoine mondial de l'UNESCO pour essayer de le protéger, pour pas qu'il disparaisse, etc. Il y avait d'autre part la question centrale, importante, matérielle, des archives. Alors les archives, bon, l'Algérie réclame la restitution des archives, on le sait tous, mais en même temps, on s'aperçoit que beaucoup d'archives ont déjà été restituées à l'Algérie. Voilà. On s'aperçoit aussi que beaucoup d'archives ont déjà été numérisées, parce que il y a la révolution numérique est passée par là maintenant, depuis l'indépendance de l'Algérie, depuis 60 ans. Il y a eu la révolution numérique. Donc il y a énormément de numérisation. Donc la question de la restitution, c'est dans le fond, est-ce qu'il faut restituer des archives déjà numérisées ou est-ce qu'il faut absolument discuter d'une restitution des originaux? Vous voyez, c'est des questions très, très simples, hein, bon, qui ont été abordées. Et l'accès plus ou moins ouvert. Alors, il y avait l'accès et la restitution, hein, c'est les deux questions. L'accès en France, les historiens français, bien sûr, ont toujours combattu pour un accès de plus en plus élargi aux archives. Et on s'est aperçu, voilà, et on s'est aperçu à la faveur de mon rapport que les historiens algériens aussi, de leur côté, désiraient accéder aux archives algériennes, parce que ça fait 60 ans maintenant que l'Algérie est un pays indépendant. Il y a des archives algériennes sur la guerre, bien sûr, hein, des archives de l'armée, de la LN, mais il y a aussi des archives de l'après 62. L'archive des après 62, vous savez, il y a eu un coup d'État en Algérie en 1965, avec tous les acteurs algériens qui ont fait la guerre d'Algérie. Donc, ils sont là aux commandes de l'État algérien. Donc, comment on peut faire l'histoire de ce nationalisme algérien en s'arrêtant en 62? Parce que tous les acteurs ont continué à vivre. Soit ils ont été écartés du pouvoir, soit ils ont été tués, soit ils ont exercé le pouvoir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1965 en Algérie? Qu'est-ce qui s'est passé en 1980? Il y a eu un printemps berbère, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé en 1983 avec la bataille des femmes algériennes contre le Code de la famille? Tout ça, ça s'est fait il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de thèses soutenues, il y a très peu de choses qui sont faites. Donc, la question qui est posée, c'est qu'il faut effectivement que les archives puissent s'ouvrir, bien sûr. Bon. Donc, il y a aussi les disparus. C'est un point fondamental, effectivement, pour à la fois tout historien, mais aussi pour les sociétés civiles, j'allais dire, des deux. Tout à fait, tout à fait. Vous mettez l'accent, effectivement, sur ce sujet majeur. Et est-ce qu'on peut dire, quand même, en termes de constat, vous évoquez le nationalisme algérien, puis il y a des formes nationalistes françaises qui ont leur perdurance, on va dire, mais le nationalisme algérien, est-ce que la vraie différence de travail d'historien, mais aussi de travail de mémoire collective, cette différence entre le sud de la Méditerranée et le nord ne vient pas tout simplement par le fait que la France est quand même une démocratie accomplie où la société civile a son autonomie quasiment totalement, alors qu'en Algérie, le dirigisme nationaliste a fait que la société civile a été, on va dire, sans accabler le pouvoir algérien et encore moins le peuple algérien, a été en situation d'être dirigiste, voire autoritaire. Et donc, je vais complexifier cette polémique assez polémique, cette vision, disons, assez classique, démocratie française d'un côté et puis régime autoritaire de l'autre par en haut. Moi, je vais complexifier ça parce qu'en fait, la difficulté pour les Algériens, c'est pas tellement bon, il y a bien sûr la question autoritaire, etc., mais c'est la nature du nationalisme algérien. C'est ça qui est très compliqué. Parce que moi, comme vous le savez, j'ai beaucoup travaillé sur le nationalisme algérien, puisque j'ai commencé par une biographie sur Vessali Hadj, qui a été un grand adversaire du FLN, dont les partisans ont été exterminés et qui a été éliminé du pouvoir. Puis ensuite, j'ai fait une biographie de Ferhat Abbas. Ferhat Abbas aussi, qui était un grand Algérien politique, qui a été éliminé du pouvoir. Et qui était quelqu'un plutôt francophile, démocrate, un républicain musulman, pour aller vite. Bon. Donc j'ai fait ces deux biographies, et puis j'ai fait aussi un dictionnaire biographique de 600 militants, tout seul. J'ai fait des 600 biographies. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une très grande... une seconde, hein, je réponds, et on coupe, et puis je reviens. Oui, Gilles. Ouais, je suis... Ouais, on peut se rappeler dans un quart d'heure? D'une très grande complexité des différentes tendances du nationalisme algérien. Tendance populiste, tendance berbériste,
communistes, oulémistes, c'est-à-dire les religieux, les réformistes religieux, communistes, udmistes, c'est-à-dire Ferhat Abbas, etc. Toutes ces tendances-là, qui ont toujours existé dans la fabrication de ce nationalisme et qui se sont affrontées, etc., ont été, comment dirais-je, coagulées, réunifiées sur un seul vocable FLN, et ensuite, après l'indépendance de 62, un seul héros, le peuple. Il n'y a plus d'acteurs principaux, il n'y a plus de différents courants qui ont combattu pour l'indépendance, ou pas d'ailleurs. Certains se sont adaptés, disons, à la France et au système colonial, d'autres non, d'autres ont été des radicaux activistes, d'autres ont été des politiques républicains musulmans. Vous voyez, les Berbères, c'est un courant politique. Les berbéristes, c'est un courant politique dans le nationalisme algérien. Bon. Or, toute cette pluralité politique, disons extrêmement riche d'ailleurs, hein, toute cette diversité-là, elle a disparu dans un seul discours étatique qui vise à homogénéiser en une mémoire unique. Bon, mais ça n'a pas disparu pour autant dans la société. C'est pas parce qu'il y a un discours uniforme, univoque, etc., que toutes ces sensibilités disparaissent. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ces acteurs sont revenus en Algérie. Je veux dire qu'ils sont revenus sur le plan physique. Ben Bella est rentré, a été libéré. Boudiaf est revenu, mais il a été assassiné. Aït Ahmed est revenu et ensuite, bon, il est mort. Enfin, ce sont des grands leaders. Hein. Ben Bella, on pourrait dire, c'est plutôt le courant baassiste. Aït Ahmed, c'est plutôt un courant nationaliste qui intègre la question berbère, etc., etc. Mais vous voulez dire qu'aujourd'hui, la société civile est plus ouverte et mûre. Or, le problème, c'est la réappropriation de la pluralité de ce nationalisme, notamment par la jeunesse algérienne d'aujourd'hui, qui veut en savoir plus sur sa propre histoire, et pas seulement dans un tête-à-tête obsessionnel, permanent, continu, entretenu d'ailleurs par le pouvoir avec la France. C'est-à-dire de rentrer dans leur propre histoire, c'est-à-dire de connaître leur propre histoire. De ce point de vue-là, vous sentez et vous voyez des évolutions pouvant s'accélérer en Algérie ou... Alors, il y a des évolutions. Dans le Irak, par exemple, il y a des gens qui ont voulu, qui ont brandi des pancartes en disant on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Bon, je sais que pour les Français, ça leur dit rien parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire algérienne. Mais on veut connaître ce qui s'est passé au congrès de la Soumam, on veut savoir qui a assassiné Abad Ramdan, on veut comprendre pourquoi Messaliadj et ses partisans ont été éliminés, on veut savoir quel a été le destin d'un personnage extraordinaire comme Ferhat Abbas. Tout ça, ça se discute dans ce mouvement-là. On veut savoir. Oui, on veut savoir. On veut comprendre, on veut savoir cette histoire-là. Donc, vous voyez, on ne peut pas avoir la vision uniforme, homogène et froide, disons, d'une société congelée, hein, je veux dire, bon, l'Algérie, dans un système autoritaire, et puis de l'autre côté, de la Méditerranée, sorte de pluralité démocratique où tout le monde discute. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en France, on ne connaît pas l'histoire des Algériens. On connaît très bien l'histoire des Français, les Harkis, les Pieds Noirs, beaucoup, mais qui connaît vraiment l'histoire des Algériens? Et pourquoi, à un moment donné, ils ont été à la fois ceux qui voulaient être français, parce qu'il y a eu beaucoup de notables, de gens qui, par exemple, le Congrès musulman de 1936 avec le Coran des Oulémas réclamait leur attachement de l'Algérie à la France, en 1936. Vous voulez souligner simplement, effectivement, il y a des mémoires sélectives en France, on le voit bien. Oui. Et en Algérie aussi. Occultation de pans entiers de l'histoire des Algériens. Mais ce que je voulais quand même souligner, c'était la différence, ce n'est pas encore une fois pour accabler du tout le peuple algérien, mais des différences, on va dire, d'instrumentalisation de l'histoire par les dirigeants politiques. Oui, mais ça c'est très connu. Moi, ce que j'essaye maintenant de comprendre, c'est bien sûr qu'il y a une instrumentalisation politique des pouvoirs par rapport à l'histoire. Dans le fond, c'est vieux comme le monde, la France aussi. Je vais dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui instrumentalisent l'histoire de la monarchie contre la République, sans le dire. Hein, ils sont anti-républicains, ils sont anti-Dreyfusards, ils sont comme Drummond, ils sont pour la réaction, ils sont pour c'était mieux avant. Bon, ils instrumentalisent une lecture de l'histoire, sauf qu'on ne le dit pas comme ça, voilà. Mais ils sont dans une certaine lecture de l'histoire. Et à l'inverse, pardon. Sur l'Algérie, vous qui avez récemment, pour remettre votre rapport, rencontré le président de la République, Emmanuel Macron, comment a-t-il reçu votre rapport et votre démarche? Quel est le sens des propos et peut-être des perspectives qu'il vous a confiées, essayer d'ouvrir? C'est ça, c'est essayer de faire en sorte que cette histoire ne serve pas de rente mémorielle en Algérie et en France.
C'est-à-dire qu'on essaye à partir de là, ou plutôt il essaye, lui, de faire en sorte de séparer, disons, l'écriture de l'histoire de son idéologisation possible par différents groupes porteurs d'une mémoire. Bon, c'est ça toute la grande question, hein, c'est-à-dire de rendre sa liberté à l'histoire, en fait, fondamentalement. Hein, c'est une tâche très difficile. Alors, évidemment, on espérait quand même que les Algériens, l'État au moins algérien, répondent à ce rapport. Bon, comme vous le savez, il n'y a pas eu de réponse, puisqu'ils ont dit c'est un rapport exclusivement franco-français, donc on n'a pas à répondre à cette question-là. Donc à partir de là, dans le fond, le président de la République a été obligé d'avancer sur un terrain franco-français, en fait, fondamentalement. Donc, il a effectivement reçu les petits-enfants Boumengel, dont le grand-père avait été assassiné, mais il a reçu aussi des représentants et des jeunes des enfants de Harki, qu'il a reçu très récemment à l'Élysée, longuement, hein, qui réclamait un certain nombre de choses, etc. Il a rencontré aussi les représentants de soldats, de militaires confrontés à cette question, notamment la revalorisation des pensions, du respect dû à ceux qui sont tombés en Algérie, etc. Bon, vous savez, il y a ce qui se passe au Quai Branly, il y a un mémorial. Il a reçu aussi les historiens du point de vue des archives. Donc, qu'est-ce qu'il fait à partir de là? Il a essayé de répondre sur un terrain d'abord français, c'est-à-dire un terrain franco-français, dans la mesure où, du côté algérien, il n'y a pas de commission mixte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réponse en termes, par exemple, de commission mixte sur les essais nucléaires. On aurait pu faire une commission mixte en disant qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on trouve les cartes, comment on les restitue. On aurait pu faire une commission mixte sur les disparus, par exemple. Disparus algériens, disparus européens. Ça n'a pas été le cas. Et pourquoi un tel blocage d'avoir cette nécessité de travaux d'historiens des deux pays? Pourquoi un tel blocage encore aujourd'hui? Ça, c'est un blocage qui, à mon avis, qui est très politique. Hein, voilà. Et qui va durer, vous pensez? Pardon? Vous pensez que ça va durer encore malgré ces ça, je ne sais pas du tout. Alors ça, là, je ne sais pas du tout, parce que si on s'amuse, quand on travaille sur l'Algérie, à faire des pronostics à court terme, on ne fait jamais rien. Parce qu'il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un événement extraordinaire où un ancien de l'Algérie française écrit une tribune d'enfer pour dénoncer le pouvoir. Et de l'autre côté, vous avez une tribune sortie par je ne sais qui pour dire « nous ne sommes pas le parti de la France et nous voulons conquérir une véritable indépendance ». Donc vous avez sans arrêt comme ça des incidents, disons, de parcours qui se produisent, de sorte qu'il ne faut pas rester, à mon sens, prisonnier de la conjoncture. Il faut avancer sur la durée pour laisser une trace aux générations qui arrivent, c'est-à-dire reconnaître qu'a été la guerre d'Algérie, essayer d'apporter des solutions sur les groupes porteurs de mémoire, les immigrés algériens, les Européens d'Algérie, les Harkis, les soldats qui sont les grands groupes. Hein. Il y en a d'autres, il y a d'autres sous-groupes entre guillemets. Hein. Et donc d'essayer à chaque fois d'apporter des réponses très concrètes, je crois qu'on ne peut pas faire mieux pour l'instant. Sachant que si vous, personnellement, vous souhaiteriez, et ce peut être sans doute votre cas, établir des relations personnelles sur place en Algérie, par exemple, pour évoquer tel ou tel épisode, est-ce que c'est de l'ordre du possible et du souhaitable, ou est-ce que c'est totalement inimaginable d'aller, par exemple, à Alger ou à Oran? Non, mais les relations personnelles en Algérie, j'en ai plein. Il y a plein, j'ai organisé depuis 40 ans énormément de colloques, moi, en France, avec des historiens algériens. J'ai dirigé un livre avec Mohamed Arbi, qui est historien algérien, qui est sorti en 2004, où il y avait 30 chercheurs qui ont participé. Il y a eu un colloque qui s'est tenu à l'École normale supérieure à Lyon sur l'Algérie entre historiens français et historiens algériens. Donc, je ne peux pas multiplier, j'en parle dans mon livre. Il y a énormément d'initiatives, ça, ce n'est pas le problème. Mais les historiens ne peuvent pas se substituer, par leurs travaux, aux décisions politiques des États. Parce qu'à un moment donné, nous, on peut apporter des pièces, ouvrir des chantiers, relever les choses qui manquent, etc. Mais à un moment donné, il faut que les responsables des États prennent la décision de dépasser la rumination, le ressentiment, etc., pour avancer ensemble. Vous savez, bon, sans faire de parallèle historique, parce qu'il faut toujours faire attention, mais je veux dire, la réconciliation franco-allemande, elle s'est faite parce que le général de Gaulle, disons, l'a faite avec Konrad Adenauer, je veux dire, en 1960. Voilà, je veux dire, il a fallu une volonté politique. Or, si cette volonté politique n'existe pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et que l'Allemagne s'était démocratisée complètement. Bien sûr, absolument, bien sûr.
Donc, il y a tellement de facteurs, mais il faut des hommes politiques pour ça. Enfin, je veux dire, il faut des chefs d'État, des hommes politiques, et qui se détachent des rentes mémorielles, qui se détachent des enjeux de clientèle électorale, parce qu'il y a beaucoup de clientèle électorale, hein, derrière chacun de ces groupes, etc., qui sont eux-mêmes d'ailleurs quelquefois fracturés, et il leur faut s'élever, disons, et décider d'avancer ensemble. Bon. S'il n'y a pas ça, bah, les historiens, eux, continueront de travailler ensemble. Moi, j'ai jamais cessé de travailler avec les historiens algériens que je connais, de ma génération, bien sûr, quelques-uns qui sont plus jeunes. Moi, je vieillis maintenant, parce que j'ai 70 ans, hein, donc on commence à vieillir, hein, donc je suis à la retraite, hein, j'ai plus 50 ans, quoi. Bon, donc, Mais votre rapport, euh, dont je rappelle le titre et qui est aux éditions Albin Michel, Les passions douloureuses, France-Algérie, ouais, pourrait permettre quand même d'ouvrir de nouveaux débats, même si vous êtes un habitué des colloques, y compris là-bas, peut-être dans une période prochaine, afin que les nouvelles générations, les jeunes Algériens, se saisissent aussi de cette occasion historique en termes d'édition pour faire avancer les lignes et faire bouger les lignes dans leur propre pays. En tout cas, merci beaucoup, Benjamin, merci beaucoup. pour votre disponibilité. Et puis, bon vent à votre rapport, qu'il puisse, au moins pour partie, être pris en compte des deux côtés pour tenter une réconciliation quand même de ces mémoires fracturées. Merci beaucoup. Merci.